je crois qu'il est nécessaire et impératif de critiquer Israël, parce que je crois, et si, comme le dit M. Sarkozy, comme l'a dit hier M. Sarkozy dans son discours, il va en Algérie, il dit je veux lutter contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme. Comment se fait-il qu'un homme qui a fait sa campagne sur les terres du Front National, sur, rappelez-vous, les moutons qu'on égorge. Récemment, il a parlé de voyoucratie par rapport à ce qui se passe dans les quartiers. Précédemment, il avait parlé de racaille. Il a soutenu Charlie Hebdo dans sa campagne, soi-disant pour la liberté d'expression, alors que Charlie Hebdo soutenait l'expression d'une caricature raciste et islamophobe. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux, déjà, sa volonté de combattre l'islamophobie, n'est-ce pas? Et, par ailleurs, sa volonté de combattre l'antisémitisme. Moi, je crois que cet homme-là fait exactement le contraire. Exactement le contraire. D'abord, par tous les propos, évidemment, il n'a pas le même discours suivant qu'il est en France, face aux gens qui vivent dans les quartiers populaires, les gens issus de l'immigration, et lorsqu'il va signer des contrats et qu'il va en Algérie. Ça, c'est une chose par rapport à l'islamophobie. Concernant l'antisémitisme, je crois que la meilleure manière de lutter contre l'antisémitisme, c'est de lutter contre le sionisme. De lutter contre le sionisme. C'est le sionisme et l'annexion des juifs à l'idéologie sioniste qui fait augmenter l'antisémitisme dans le monde. C'est l'annexion des juifs à l'État d'Israël, un État qui pratique le terrorisme d'État, qui est par ailleurs à l'origine de l'expulsion d'un peuple de sa terre, qui fait des juifs les complices lorsqu'ils sont sionistes, de la misère et du malheur des Palestiniens. Donc je crois que si on veut à la fois lutter contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme, contre l'antisémitisme, il faut avoir des positions très claires sur les origines du sionisme. Sur les origines du sionisme. Permettez, monsieur. Il faut d'abord savoir, il faut d'abord comprendre quelle a été la fonction politique du sionisme. Je crois que les pays occidentaux, l'impérialisme occidental dans les années 40, a permis le sionisme parce qu'il servait ses intérêts dans le monde arabe. Il servait ses intérêts dans le monde arabe, primo, donc effectivement la mainmise, la mainmise donc des richesses du monde arabe par la création de l'État d'Israël, ça c'est une chose. Mais la seconde chose, c'est que dans les années 40, vous croyez quoi? Vous croyez qu'ici on n'était pas antisémite? Vous croyez que dans la mémoire, enfin je veux dire la conscience de la Shoah, elle est arrivée, enfin du génocide des Juifs, elle est arrivée que dans les années 60. Dans les années 40, on était content. Ça a été l'occasion pour tous ceux qui ont promu l'État d'Israël de se débarrasser des Juifs d'Europe. Voilà ce qu'est le sionisme. Et je crois que si on veut être conséquent, et puisque tout à l'heure vous me donniez une leçon d'humanisme, je crois que si on veut être conséquent, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et surtout, tout à l'heure, Monsieur Chancel, vous parliez, vous dénonciez les propos du ministre en disant que c'était des propos racistes. Pas de problème. Simplement, ici, ce genre de propos, mais foisonne à longueur de temps. Il foisonne en France. Vous avez une telle sincérité. Non, écoutez. Non, il foisonne. Georges Frêche, un fief raciste du Parti Socialiste. À droite, c'est pareil. Je veux dire, des propos racistes, islamophobes, négrophobes, il y en a à longueur de temps. Et pourtant, vous n'avez pas été aussi sévère à l'encontre de tous ceux qui disent des saloperies à longueur de temps sur les populations issues de l'immigration que contre ce ministre algérien. Vous avez une telle sincérité. Il est presque impossible de parler avec vous. Et c'est vrai, parce que votre sincérité est évidente. Mais dans le même temps, on pourrait se poser la question, comment se fait-il que tous les pays du monde arabe n'aient pas protégé ce que vous défendez? Moi, je me suis toujours étonné. Parce que tous les défendent, par exemple, faire de telle sorte que la Palestine soit enfin créée. D'autre part, je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, vous parliez des caricatures. Vous croyez, nous sommes, je suis chrétien, catholique, né comme ça. Si vous croyez que je me suis ému une seule fois des caricatures, et pourtant il y en a des tonnes sur le pape, ou la chrétienté, ou le catholicisme, je veux dire, la caricature est une chose d'aujourd'hui. Vous semblez... caricature. Mais si, ça fait partie... Quand elle est raciste, il faut dire qu'elle est raciste, c'est tout. Ça c'est autre chose, on dit qu'elle est ratée. Ah si, on dit qu'elle est ratée, raciste. Je veux bien. Quand une caricature est raciste, on dit qu'elle est raciste. Non, si elle est ratée, je suis d'accord avec vous. Il y a un truc gênant quand même, c'est le deux poids, deux mesures, ça c'est certain.
C'est-à-dire qu'un patron de presse peut se déclarer ouvertement islamophobe sans aucun problème. S'il se déclarait seulement judéophobe, il serait viré le lendemain. Non, mais il n'a pas été viré, excusez-moi, et on l'a même applaudi. Aucun patron de presse ne s'est déclaré islamophobe. Monsieur Humbert l'a pas déclaré. Ah, si. Il l'a déclaré. Il a écrit noir sur blanc. Excusez-moi. Donc c'est compliqué parce que nous sommes attachés, nous, Français de gauche, à l'égalité. Et à l'égalité, pas l'égalitarisme social, mais à l'égalité de traitement, et notamment au logos, c'est-à-dire à quelque chose qui s'appelle la logique, qui est la même pour tous. Or, il y a un problème de double éthique dans ces conversations-là, c'est qu'il y a des logiques à deux vitesses, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont plus de droits que les autres, et ça pose des problèmes, parce que moi j'ai du mal à être crédible face à une personne comme ça, quand je vous entends et que je pense faire partie du même camp que vous, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on occulte la réalité des Palestiniens, et ça me gêne, quoi. Excusez-moi de vous couper la parole. Vous savez que on pourrait peut-être discuter de ça, mais j'ai pas tellement envie. Je vais vous dire pour quelle raison. Parce que effectivement, si on est entre guillemets si chatouilleux avec l'antisémitisme en France, c'est qu'on a une historique, monsieur. On a une histoire en France. C'est pour ça. Mais oui, mais c'est repentance. La colonisation n'est pas la Shoah. Je suis désolé. Dominique Jamais, vous vouliez intervenir. Donc c'est de la merde. Je crois qu'on a élargi. Je crois qu'on a élargi sensiblement le cas. Je crois qu'on a élargi sensiblement. On a glissé. On a peut-être même un peu dérapé. On a élargi le cadre. Je voudrais revenir au voyage de Sarkozy et aux propos qui ont été tenus, mais auparavant, une seule observation est modeste. J'en ai un peu assez, en tant que Français vivant en France, d'entendre dire, redire, écrire et réécrire tous les matins et tous les soirs que la France est un pays négrophobe, arabophobe et antisémite, voire collabo, etc. La France est quand même le pays d'Europe qui comporte la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté africaine, la plus grosse communauté arabe. Sont-ils tous masochistes à ce point-là? Sont-ils tous les pays d'Europe basculés dans le fascisme? Espagne, Italie, Allemagne, et nous votions Front Populaire à l'époque. Sont-ils tous masochistes à ce point-là? Pour cette France antisémite dont vous parlez. Que de venir par millions en France, dans le pays où matin et soir on les brime, on les piétine, et on les insulte, etc. Faut quand même pas exagérer trop. Bon. Mais juste pour revenir aux propos du ministre en question d'où nous sommes partis, la réponse de Sarkozy était une réponse diplomatique. Politique et diplomatie, ça va quelquefois ensemble. Sarkozy ne pouvait pas ignorer que ce ministre n'a évidemment pas parlé sans l'accord de son gouvernement. En Algérie, la parole politique n'est pas libre. Et ce ministre qui accusait les lobbies français, ça n'existe pas chez lui, je le dis, sauf certains lobbies. Il est le porte-parole du lobby des services spéciaux, du lobby de l'armée et du lobby du FLN, qui gouverne l'Algérie depuis maintenant 45 ans, avec quelques conséquences qui ne sont pas épatantes pour l'Algérie elle-même. Et il est quand même... il y a un point fondamental. Est-ce qu'il faut demander aux enfants, puisque c'est ce que demandait ce ministre, est-ce qu'il faut demander aux enfants de se repentir des fautes de leur père? Est-ce qu'il faut absolument battre sa coupe sur la poitrine des ancêtres qui sont morts? Ça ne me paraît pas une bonne chose. Et si ce ministre s'intéresse tellement à l'histoire, puisqu'apparemment il est féru d'histoire, eh bien il fait partie, lui, non pas comme fils ou comme petit-fils, mais comme acteur des gens qui ont massacré les harkis par dizaines de milliers. Alors il aurait dû se taire. Je voudrais essayer d'élever le débat, comme on dit. Est-ce que c'est... Ça, je vous le dis à vous, est-ce que c'est un service à rendre aux Algériens et aux Français d'origine algérienne de leur faire croire que si ça va mal aujourd'hui politiquement en Algérie, c'est parce que les Français y étaient il y a 40 ans? Est-ce que c'est pas une position profondément coloniale et de s'adresser toujours au papa qui est parti? Et est-ce que c'est pas un alibi de gens qui ont quand même globalement échoué dans leur politique sociale? Parce que c'est ça. Je pense pas que c'est un service à rendre aux Algériens de leur faire croire que si ça va mal dans leur pays, c'est parce que l'ombre des Français y est toujours. Alors que les Français sont quand même partis depuis 40 ans. Il y a du pétrole et du gaz en Algérie. Ils ont eu des cartes pour réussir et ils n'ont pas réussi grand-chose. Et là, c'est juste ce que je dis. Et cette arme est quand même une arme que je trouve un peu dangereuse pour les Algériens, parce que c'est typiquement le discours des dictateurs néocoloniaux, de dire si ça va toujours mal aujourd'hui, c'est à cause des colons qui sont partis. C'est un peu léger comme explication et c'est dangereux et c'est pas un service à rendre. Personne n'a un discours aussi simpliste et surtout personne n'a la prétention de dire aux Algériens d'avoir la conscience qu'ils ont. Moi, je parle en citoyenne de ce pays. Non, mais ce monsieur, je ne parle pas à la place des Algériens. Et les Algériens, je vous assure, sont suffisamment conscients et assez grands pour connaître les turpitudes de leur gouvernement et savoir quelles sont
quelles sont les dettes que la France a encore vis-à-vis d'eux. Donc moi, je ne suis pas du tout l'avocate du peuple algérien. Je le crois tout à fait capable de s'exprimer et de savoir exactement ce qu'il veut. Alors là, je sais pas moi, mon propos, c'est un propos d'ici, et je juge le président qui est le nôtre. Il y a tout de même voilà, et ces discours, et il ne va pas en Algérie, et ces discours ne sont pas gratuits, ils ont des répercussions, ils ont des conséquences politiques, et surtout, il faut, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'il ne puisse pas, qu'il n'y ait pas, je veux dire, moi, Sarkozy, le discours qu'il a fait en Algérie, là, ça devrait faire un tollé, je veux dire, on sait très bien, les discours, il accusait Tariq Ramadan d'avoir un double discours, mais je veux dire, il n'y a pas pire double discours que celui qu'il a tenu en Algérie. Il n'y a pas pire double discours. J'ai parlé tout à l'heure de double éthique, de double moral. On va s'intéresser. Je crois qu'il y a un côté positif. Il y a un côté positif dans cette histoire, et c'est le point final peut-être de ce premier élément. Voilà. C'est que, heureusement pour lui, ce ministre est enfin connu et célébré. Vous parlez du ministre des Affaires combattants d'Algérie. Vous voulez terminer? Toujours en place. Je me souviens toujours en place. Je voulais dire tout à l'heure, monsieur, concernant les Juifs d'Algérie. Effectivement, il n'y a plus de Juifs en Algérie, mais là encore, vous avez fait des raccourcis. Il est important de remettre les choses en contexte et de savoir pourquoi il n'y a plus de Juifs en Algérie. Je vous rappelle quand même qu'en 1870, ils ont obtenu, alors qu'ils étaient des Algériens, ils étaient des habitants de ces terres qu'était l'Algérie. C'était des autochtones. Ils étaient soit berbères, soit arabes. Ils ont obtenu par la France, par le décret Crémieux, la nationalité française, qui leur a fait, pour une part, prendre fait et cause pour l'Algérie française. Bon, ça c'est un fait d'histoire, monsieur. Oui, donc ils sont partis, effectivement, ils sont partis au même titre que ceux qui ont pris le fait et cause pour la nationalité française. Ceux qui ont pris les armes, il y en a qui ont pris les armes avec le FLN, ceux-là ont pu rester. Est-ce que c'est à cause du décret Crémieux qu'il n'y a plus de juifs en Irak, en Égypte, en Syrie? C'est à cause du sionisme, monsieur. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas le décret Crémieux. Ah non, c'est pas. Ils n'ont pas pris parti pour l'Algérie française, c'est ça. Et comment se fait-il qu'il n'y ait plus un juif dans la quasi-totalité des pays arabes? Est-ce au nom de la tolérance, du multiculturalisme? À cause de deux faits coloniaux. Oui. Le colonialisme, effectivement, que les États arabes n'ont pas su surmonter. Que le colonialisme, le système colonial qui a sévi en Algérie et au Maghreb, et effectivement le sionisme qui a arraché les juifs originaires des pays arabes et qui leur a fait miroiter le projet israélien. Voyons, monsieur. Et oui. On va pas reprendre le débat sur Israël. Je préférerais qu'on aborde juste historique là-dedans quand même. Un peu d'exagération. Contre-vérité. Il faut des faits, des arguments, monsieur. Je préférerais qu'on aborde maintenant cette couverture du magazine Time, le magazine américain, en tout cas cette couverture dans son édition européenne, voilà, qui a quand même fait beaucoup jaser depuis sa parution. Je vous rappelle donc que Time a annoncé la mort de la culture française en couverture, et en lançant cette pique en accroche, est-ce que vous connaissez un artiste français qui a de l'importance au niveau mondial aujourd'hui? Alors je vous pose la question, est-ce qu'il y a des artistes français aujourd'hui dont le rayonnement dépasse les frontières françaises et qui méritent suffisamment qu'on s'y intéresse pour dire que l'article de Time est faux? Bon, tout d'abord, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une attaque comme celle-là. Mais c'est vrai, là. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est assez extraordinaire. Vous trouvez que c'est vrai, tous? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais il faut aller un peu plus loin quand même. C'est les élites françaises qui en sont absolument responsables. Oui. Écoutons Jacques Chancel. Alors, les voilà en fièvre et nous voilà en deuil. Alors moi je veux bien, moi ça m'amuse ce papier. Et vraiment, c'est presque de la galéjade, parce que d'abord ils confondent culture et divertissement. On ne va pas rentrer dans leur débat en attaquant à notre tour l'Amérique. On sait bien, si on prend des romanciers, c'est vrai qu'ils ont eu Fitzgerald, Hemingway, Norman Mailer qui vient de mourir, et quelques autres, Solbelot. Par contre, on peut parler de Sarkozy. Quand le président de la France est fier qu'on le prenne pour un Américain et ne fait la promotion que des valeurs anglo-saxonnes et qu'on sent un profond mépris de ce qu'on appelle l'exception française, bien sûr que si. Nous avons élu un président américain. Donc un président américain en France ne fait pas la promotion de la culture française. Moi, j'ai été invité à la radio de l'Institut de l'Académie française. On m'a dit pourquoi vous vous battez? Je me dis je me bats pour le génie français. Et le type m'a dit ça existe ça? Voilà, on était sous la coupole. Non, il faut savoir ce qu'ils disent. Il faut savoir ce qu'ils disent. D'abord, ils disent que nous n'avons plus ni Proust, ni Monet. Non, ils parlent des artistes français vivants. Ils sont dans des chambres de bonne en banlieue, monsieur. Alors, ils ne sont pas chez Flammarion, c'est tout. Ils ne l'ont jamais lu, d'abord, je ne vois pas pourquoi. D'abord, il ne faut pas confondre Time et l'Amérique.
c'est ce journaliste qui, en plus, vit en France. Mais nous avons, nous, une certaine culture. Nous avons des architectes qui sont partout dans le monde, nous avons des philosophes qui sont dans les grandes universités américaines, nous avons plein de gens qui travaillent et qui expriment la culture française. Simplement, où là où il y a un défaut, nous en parlions un tout petit peu tout à l'heure, c'est lorsqu'on parle de littérature. Bon, nous obéissons, hélas, en France, à des réseaux, et la littérature n'est pas ce qu'elle devrait être, n'est plus ce qu'elle a été. Mais lorsque, par exemple, on parle d'un concours ou d'un Renaudot, des prix littéraires, bon, c'est vrai que ça fait de grandes ventes. Mais les gens qui achètent ces livres-là, c'est pour les mettre sur la table de chevet, et souvent ils ne sont pas lus. D'autre part, si on parle de notre cher métier, la télévision ou la radio, non, moi, je suis écrivain, lorsqu'on parle de la télévision, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « c'était remarquable ». J'entends dire « ça a fait telle audience ». Et c'est en cela que nous devenons terriblement coupables. Mais nous avons, moi je défends, notre culture, tout en sachant que vraiment on dérape très souvent. Alors pour préciser ce que dit Morrison dans son article, il dit que la culture française est bien vivante en France, mais qu'elle ne s'exporte plus. Ah ben c'est ça, c'est là où il parle de rayonnement mondial. Régis Geoffrey. Quand même, parce que quelques points là, il se trouve que j'ai plusieurs choses à dire, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais en dire, je vais commencer par la première. Vous savez que pendant le XXe siècle, la fin du XXe siècle, au niveau de la littérature mondiale, alors là, des autorités mondiales, on parle plus ou moins des autorités américaines, comme ça vous simplifie la tâche. Le plus grand écrivain du XXe siècle, c'était Joyce. Il se trouve maintenant que c'est Proust. C'est juste un petit aparté. Deuxièmement, ça peut changer. Deuxièmement, j'ai un petit problème par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les gens achètent des livres pour pas les lire. Le problème, c'est que les gens qui disent ça, et je peux me mettre dedans, ça n'est pas un problème, les livrets, ils ne les ont pas achetés depuis l'âge de 20 ans. Vous comprenez, on les leur envoie. Le problème, c'est qu'un livre, ça vaut 20 €. Vous comprenez, 20 € quand vous gagnez 1200 € par mois, et encore quand vous avez la chance d'avoir un travail, de n'être pas au SMIC, c'est important. Donc vous allez en librairie, vous vous renseignez, et puis vous achetez éventuellement un livre, et vous le lisez. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas des livres pour ne pas les lire, ils n'achètent pas des réfrigérateurs pour y mettre de la bière tiède, et ils achètent des DVD pour les regarder, et un écran de télé pour le regarder. C'est comme ça. Troisièmement, je dirais simplement que je me fous complètement que la culture française soit à zéro. Ça m'est complètement égal, parce que pour moi, la littérature, puisque je parle de littérature, m'est arrivée à moi personnellement quand j'étais jeune par la lecture. Or, j'ai lu dans le plus grand désordre. Je parlais de Joyce, je peux parler de Dostoïevski, je peux parler de Proust, je peux parler de... Tout ça m'est arrivé dans une espèce de brouillard. Toute la culture m'est arrivée, qu'elle soit nationale ou internationale. Je n'ai pas fait la différence, moi, à mon époque, quand j'avais 15 ans. Je n'ai pas vu la différence. Alors, je sais que j'ai dû lire Dostoïevski dans les éditions pourries, avec une traduction qui est mauvaise. Maintenant, Gallimard l'a refaite, peu importe. Mais moi, j'ai tout pris comme ça. Et le fait de vouloir, finalement... refaire, je dirais pas du colonialisme, je ne veux pas ranimer le débat, avec la culture française, comme si on était là pour dominer le monde, encore une fois, comme s'il fallait faire l'impérialisme et lutter contre les États-Unis, toujours lutter, toujours lutter. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand vous allez dans une librairie à New York, vous le verrez, guerre de livres français, vous n'en verrez pratiquement pas. Vous verrez la littérature sud-américaine et la littérature anglaise. Mais nous avons une supériorité par rapport aux Américains. C'est que nous avons effectivement la culture française, la culture espagnole, la culture hispanienne, italienne et la culture allemande et toute la culture russe. Et nous avons aussi la littérature américaine. Alors si eux, ils veulent se priver d'une part du monde, s'ils veulent se priver de l'Europe, eh bien, grand bien leur face. Mais vous savez, on n'a jamais intérêt à ne pas connaître les choses, on n'a jamais intérêt à ne pas réfléchir. Et les gagnants, ce seront nous. Nous sommes les gagnants parce que justement, nous n'avons pas cette espèce de hauteur et nous avons encore l'humilité d'aller voir ailleurs et de lire et de s'intéresser. Il faut répondre gaiement à leur attaque. C'est ça, c'est ce que vous faites d'ailleurs.